soyez les bienvenus dans Correspondant. Comment les journalistes de la presse et des médias étrangers perçoivent-ils la politique française et les choix de nos dirigeants? On est ensemble pour une demi-heure ce matin avec Juan José Dorado, correspondant à Paris pour le média La Région, le média espagnol. Frédéric Hoffmann, bonjour Frédéric, vous êtes correspondant allemand au studio de la télé ARD à Paris. Et Alberto Toscano, qu'on ne présente plus mais quand même, journaliste italien, éditorialiste à Paris du quotidien Milano Firenze. Et je vous présente parce que correspondant, mais il y a de plus en plus de téléspectateurs, donc on vous remercie aussi pour votre fidélité. Depuis jeudi, la France tient un projet de budget pour l'année 2025. Et maintenant que les Jeux commencent, c'est en substance ce que disent les correspondants étrangers en France à propos de ce texte très attendu, censé éviter une crise financière à l'Hexagone. On va faire le point sur les prochaines échéances avec Mathieu Bellini et après, on vous demandera votre avis sur ce budget français 2025. C'est le début d'une course contre la montre de 40 jours à l'Assemblée nationale qui devra bientôt se prononcer sur le projet de budget 2025 du gouvernement. Première échéance, dimanche soir à minuit, la date butoir pour déposer des amendements. Outre les modifications demandées par l'opposition, le gouvernement a annoncé déposer lui-même des amendements pour préciser certaines coupes budgétaires. Ces ajustements sont encore inconnus, mais Bercy les estime à 5 milliards d'euros. La première partie du texte sera ensuite examinée à l'Assemblée avant d'être soumise au vote le mardi 29 octobre. C'est là que seront abordées les mesures liées à la hausse de l'impôt, le principal point de blocage à droite. Au terme des 40 jours, c'est le 19 novembre que les députés devront se prononcer pour un vote final sur l'ensemble du texte. Mais ce parcours s'annonce mouvementé. Ces derniers jours, le Nouveau Front Populaire et les Républicains ont chacun présenté des mesures pour proposer des alternatives à celles du gouvernement. Le Rassemblement national compte dévoiler un contre-budget la semaine prochaine et menace d'une motion de censure s'il n'est pas pris en compte. De son côté, le Premier ministre dispose de l'article 49.3 de la Constitution. Le texte serait alors adopté sans vote du Parlement, comme l'année dernière. Alors pour beaucoup de journalistes de la presse étrangère en France, l'Assemblée nationale est devenue une arène. La métaphore revient énormément dans les titres de presse et les articles que j'ai pu lire. Michel Barnier et ses ministres sont des gladiateurs qui en même temps se battent entre eux tout en étant obligés d'affronter le jugement de la foule. Ridley Scott qui sort Gladiator 2 ces jours-ci ne renierait pas les scénaristes du Palais Bourbon. Comment avez-vous couvert cette actualité du budget cette semaine ? Effectivement, une arène. Effectivement, c'est un parlement difficilement gérable et gouvernable. Tout tourne autour de certains chiffres. 3 150 milliards de dettes, 6,1 le déficit prévu en absence d'intervention radicale de la part du gouvernement. Et surtout, le chiffre qui compte est 49,3. Ah oui. Parce que on parle de vote, mais il n'y aura pas de vote, sauf les votes sur des motions de censure qui ne pourront pas passer. Donc, en effet, c'est un Parlement qui est forcé à être impuissant parce qu'il ne pourra pas s'exprimer à travers un vote. Mais ce n'est pas une nouveauté. Mais en Italie, on pense que les motions de censure, s'il y en a, ne passeront pas. En Italie, on pense que les motions ne passeront pas parce que nos collègues journalistes français nous expliquent que le Rassemblement national ne votera pas une motion de censure. En France, tout le monde trinquera. C'est aussi un peu ce qu'on lit dans la presse et les médias étrangers depuis quelques jours. C'est votre avis, c'est votre sentiment, Juan José? Ce qu'il est clair, c'est que tout le monde va devoir sortir de l'argent de sa poche pour combler ce déficit de la France. Après, il y a ces polémiques qui sont magnifiques en France. Est-ce que c'est un budget d'austérité ou c'est un budget de rigueur? Alors, quand vous posez la question à des pays du Sud, que ce soit la Grèce, l'Espagne, le Portugal, voire l'Italie, pour nous, c'est juste de la rigueur, puisque l'austérité est beaucoup plus que ça, en fait. Nous, on a connu la vraie austérité. Mais en tout état de cause, c'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil en France, parce que ce qui a été proposé, c'est ce qui était attendu. Déjà, on savait, ça avait été annoncé que ça allait être un budget difficile, où il va falloir effectivement racler le fond de poche pour payer la dette. Alors c'est vrai que ça va faire mal, tout d'abord aux retraités, parce que même si on décale de 6 mois l'augmentation de retraite, même si il va falloir payer aussi les médecins, même si les mutuelles vont être plus chères,
en fin de compte, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, encore une fois. Cela dit, ça devient très compliqué, effectivement. Je suis de l'avis d'Alberto. Pour l'instant, dans l'arène qui est l'Assemblée nationale, il y a rien de nouveau qui va se passer parce qu'effectivement, cette motion de censure, que je suis sûr va arriver, mais peut-être pas avec le budget parce que Michel Barnier va faire en sorte de donner des gages à droite et à gauche pour éviter qu'effectivement cette motion de censure passe. Mais la rigueur est là, ça c'est un constat qu'il faut admettre. Alors le journaliste calculette, il s'est vraiment amusé avec une calculette à faire les comptes de l'État français. Ses conclusions, c'est que le budget 2025 va être très impopulaire, mais ne servira à pas grand-chose pour résorber la dette. Frédéric, avec la rigueur allemande, j'imagine qu'on regarde rigueur au sens philosophique du terme pour le coup. J'imagine qu'on regarde tout ça aussi de très près parce que le cavalier allemand et le cavalier français galopent ensemble en général. Oui, ça c'est sûr. Et la grande question est-ce que ce budget 2025 arrive aussi à couper un peu les dépenses publiques? On parle maintenant des impôts, d'augmenter les impôts pour les plus riches, pour les entreprises et tout ça, mais quel est vraiment le choix structurel de Barnier? Est-ce qu'il a maintenant vraiment le temps, les possibilités de attaquer les questions structurelles de la France? La France est la championne européenne des dépenses publiques. On parle de presque 60% des dépenses publiques. Et vu de l'Allemagne, et j'ai comparé un peu les chiffres, on est à 60%. Alors c'est vraiment une différence aussi les autres pays européens. Et est-ce que Barnier, avec son gouvernement et la minorité qu'il y a au Parlement, est vraiment capable de changer les choses? Et ce que je vois maintenant, que c'est moins un budget de gouvernement, mais plutôt un budget de Parlement. Les autres partis, les autres groupes dans le Parlement, ils ont plus de pouvoir maintenant de décider, et je ne suis pas sûre avec le 49.3 s'il sera vraiment une option pour Barnier, parce que c'est plus dangereux que c'était l'année dernière. Alors je pense qu'on va avoir des grandes discussions dans les prochaines semaines et mois. Est-ce que vous regardez la série Emily in Paris? Alberto, vous me voyez venir? Pendant ce temps, Emmanuel Macron est inquiet parce que Émilie, dans la série, tombe amoureuse d'un Italien et part à Rome. Alors le président, dans un article au magazine Society, s'en émeut et dit qu'il espère qu'Émilie va rester à Paris et pas aller s'installer à Rome, ce qui fait beaucoup rire le maire. Il espérait que Michel Barnier reste. Ce qui fait beaucoup rire le maire de Rome, qui écrit sur les réseaux: j'ose espérer que Macron plaisante, car il doit savoir qu'une société de production comme Netflix ne reçoit pas d'ordre des chefs d'État. On est loin des questions budgétaires, donc, pour le chef de l'État. Vous diriez qu'Emmanuel Macron peut revenir à une forme de frivolité grâce à ce budget pris en main par Michel Barnier, finalement? Il n'y a vraiment pas de marge pour Emmanuel Macron pour retrouver le sourire, voire la frivolité. Je crois que les conditions sont réellement sérieuses et surtout l'opinion publique française croit et voit surtout que la période de 7 ans du pouvoir d'Emmanuel Macron a coïncidé avec une augmentation record de 1 000 milliards d'euros de la dette publique française. Alors on peut tout dire, mais on ne peut pas ignorer la réalité. La réalité est évidemment que la dette publique doit être refinancée, que l'année prochaine la France va emprunter 300 milliards d'euros sur les marchés financiers, et si un pays perd de crédibilité, ce pays doit payer beaucoup plus cher d'argent public pour refinancer sa dette. Donc, à partir de ces conditions, on peut plaisanter tant qu'on veut, mais la réalité ne laisse pas beaucoup de marge à la plaisanterie. Et c'est vrai que cette semaine, il y a eu quand même un débat. On lui reproche ce septennat durant lequel il aurait creusé la dette. Juan José, est-ce que c'est vu comme ça aussi, avec votre regard d'Espagnol, que finalement c'est de la faute du président français qui, avec son quoi qu'il en coûte, a plongé la France dans la crise? Alors, je suis d'accord avec Alberto quand il dit la réalité, c'est ce qu'elle est. Voilà, il y a une dette et elle a augmenté pendant le septennat. C'est vrai qu'au milieu, on a eu le Covid et que ça a supposé des dépenses extraordinaires et pas uniquement qu'en France. Et l'Ukraine. Il faut tenir compte de ça aussi. La guerre en Ukraine, l'inflation. La guerre en Ukraine. Donc, effectivement, il y a énormément de choses qui se passent. Donc, ça peut justifier. Cela dit, c'est vrai que le garant
du pays à la fin de compte, ça reste le président. Et je fais référence à l'interview qui a été donnée par François Bayrou ce matin et qui s'étonnait que l'ancienne majorité présidentielle critique le budget qui est présenté puisque ça vient corriger sa politique. Donc, en fin de compte, on se rend compte, effectivement, que le président C'est exactement ce que Michel Barnier a dit à Gabriel Attal, d'ailleurs. Tout à fait. Donc, il reste le responsable. Et puis, si Michel Barnier, il est là, c'est parce que le président veut qu'il soit là. Donc, en fin de compte, il reste peut-être pas aux manettes tel qu'il était avant. Il a encore sa voix porte encore, puisqu'il a quand même un groupe parlementaire qui les soutient techniquement, mais la réalité c'est que quand on va faire l'inventaire du deux quinquennats d'Emmanuel Macron, bien sûr, la dette c'est dans les rouges, c'est une réalité comme on avait fait l'inventaire de François Hollande après son quinquennat. Et de fait, le Covid et la guerre en Ukraine, tous les pays du monde en ont connu les conséquences à divers degrés. Ça a grévé les budgets de nos voisins européens, bien sûr. On va regarder ensemble avec Laetitia Djaoud de quelle manière chacun a réagi et a adopté les leçons pour plus de rigueur budgétaire, et puis on en parle après. Au cours des dernières années, plusieurs pays européens ont traversé des périodes d'austérité. Le cas le plus extrême est celui de la Grèce, où en 2009, les coupes budgétaires ont touché toute la population de façon catastrophique. Réduction du nombre de fonctionnaires, baisse des aides sociales, hausse des impôts. Malgré cette politique, l'économie grecque reste aujourd'hui 17% en dessous de son niveau d'avant-crise. De l'autre côté de la Manche, en 2010, au Royaume-Uni, le gouvernement conservateur se fait élire sur la promesse d'un redressement des comptes publics. Il réduit les budgets des ministères de 16%. Nous devons prendre des mesures urgentes pour garder nos taux d'intérêt bas, pour restaurer la confiance en notre économie et protéger nos emplois. Une politique qui porte notamment un gros coup au système de santé, toujours en crise aujourd'hui, n'ayant pas réussi à se relever. Ces efforts n'auront au final pas permis le redressement des comptes de l'État à cause des dépenses liées au Covid. En Espagne, en 2010, face à la faillite de nombreuses banques, le gouvernement met en place une politique d'austérité. Résultat, le chômage monte à 27% et des centaines de milliers de personnes quittent le pays à la recherche d'un emploi. Aujourd'hui, l'Espagne s'est relevée et est devenue l'un des pays les plus dynamiques de la zone euro. En France, le budget de 2025 sera débattu dès la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Et Juan Rosé a réagi évidemment à ce qu'on dit sur l'Espagne. On va y venir, mais d'abord, je voudrais me tourner vers vous, Frédéric, parce que cette dette, elle affole les voisins européens. Et le journal allemand Frankfurter Allgemeine titre « La dette de la France risque de devenir incontrôlable ». En fait, on a peur, j'imagine, aussi chez nos voisins, d'être entraînés dans une espèce de spirale de solidarité qui plomberait aussi le pays. Oui, c'est exactement la discussion qu'on avait eue avec la dette européenne. Alors, c'est la question quel pouvoir et quel poids la France va avoir dans le contexte européen. Et je pense pour nous, c'est aussi un peur que ce moteur franco-allemand qui existait dans l'Union européenne, qui sera ralenti avec la situation de la France. Et on voit, parce qu'Emmanuel Macron, c'était un personnage très bien vu de l'Allemagne, et qu'on voit un peu que son pouvoir est réduit, on voit une situation incontrôlable politiquement, que honnêtement, on ne sait pas ce que va se passer en France, et on ne voit pas une priorisation de politique, on voit un pays qui, en ce moment, ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et ça fait un peu peur vu de l'Allemagne. Et puis on a aidé la Grèce, on a aidé le Portugal, donc est-ce qu'à un moment donné, on se dit pas aussi, c'est un peu comme dans une copropriété, quand il y en a un qui paye pas ses charges, à un moment donné, on en a marre de payer les charges des autres quand même, non? C'est vrai, on a aidé le Portugal, la Grèce, on a aidé l'Espagne aussi, parce que le renflouement des banques espagnoles est passé
passer justement par l'Europe. Mais ce qui m'étonne, c'est que on fait pas la différence parfois entre tout ce qui est la politique, la macroéconomie. Les chiffres qui ont été donnés par rapport à l'Espagne, ils sont vrais. Sauf que quand vous regardez aujourd'hui, quel est le pays qui a le plus de chômage en Europe? C'est l'Espagne, devant la Grèce. Qui est le pays où il y a plus de chômage pour les moins de 25 ans? C'est l'Espagne, devant la Grèce. Ça s'est pas résorbé du tout, ça. Donc, ça s'est résorbé en partie, mais on était à 27% et on est à pratiquement 12-13%. Donc, on a résorbé, mais on est venu de beaucoup plus loin. Donc, c'est pour ça que ça, c'est la macroéconomie. Après, il y a la réalité de la rue. Est-ce que les prix augmentent? Est-ce qu'ils n'augmentent pas? L'Espagne et le Portugal ont bénéficié d'une dérogation pour les prix de l'électricité. Et donc, ça compte aussi. Mais en fin de compte, effectivement, l'austérité et la rigueur, l'Espagne, l'Italie, le Portugal sont passés par là. Ça, c'est important. Alors maintenant, c'est vrai qu'en quelque sorte, c'est la France qui va devoir payer les plats cassés de ces dernières années. Les pots cassés. Les pots cassés. Voilà. Alberto. On dit, on a aidé la Grèce, mais quel est le prix que la Grèce a payé? On ne peut pas voir seulement une partie de la réalité. La réalité est que l'Europe aide quelqu'un qui est en difficulté, mais que quelqu'un qui a une difficulté, pour recevoir cette aide, doit payer un prix énorme, même en termes de souveraineté nationale. Est-ce que la France sera disponible demain à accepter qu'il y ait une troïka qui va réviser les comptes publics français? Mais c'est inimaginable. Donc, pour éviter d'arriver à une situation où le contrôle de la dette publique sera plus précaire, évidemment, n'importe quel gouvernement français, de n'importe quelle couleur politique, est obligé à tenir compte de la réalité aujourd'hui. Encore faut-il savoir que pour gérer la situation financière, il faut avoir une visibilité sur l'avenir. Et le point faible de la France actuelle, à mon sens, est qu'elle vit dans un contexte de campagne électorale permanente. On pense qu'il y aura une élection législative dans moins d'un an, et ensuite il y aura une élection municipale, et ensuite une présidentielle. Et avec la présidentielle, peut-être une autre législative. Quand on a des élections fondamentales en continuation, évidemment, les partis politiques ont du mal à imaginer un projet réel pour l'avenir. Alors, le problème aussi de la France, en tout cas aux yeux de certains voisins européens, dont l'Allemagne, c'est que la France fait l'autruche, et elle fait l'autruche depuis des années en pensant qu'elle dispose d'un arbre à billets magique. C'est vrai qu'on aimerait bien tous un arbre à billets magique, mais ça n'existe pas. On a quand même manqué de discernement dans la gestion des affaires courantes. Vous êtes d'accord avec Alberto depuis trop longtemps? Il y a ce problème tout neuf de politique française en ce moment, mais il y a aussi un problème ancien qui dure depuis longtemps. Ouais, je pense qu'on a ignoré longtemps un peu l'équilibre de dépenses de l'État, et ce qu'on voit maintenant, que la France est aussi un pays par rapport aux autres pays européens qui a encore une croissance ok. Alors si ça s'arrête, on a un problème dans toute l'Europe. Alors je pense qu'il faut être réaliste avec ce fait que si le moteur de la France s'arrête, c'est un grand problème pour toute l'Europe. Et ce que Barnier essaie en ce moment, c'est, de mon avis, de faire une proposition, mais c'est le Parlement à la fin qui va décider le budget. Et là, je sais pas, avec les majorités ou la situation très difficile de l'Assemblée, si chacun a ses propos, comme tu as dit, c'est vraiment une question de campagne permanente. Est-ce que c'est pas la question de budget, ce qu'on voit maintenant, mais c'est de qui a le meilleure position pour les prochaines élections, et c'est pas une bonne situation pour décider sur un budget. Parce que je trouve qu'il y a un problème fondamental en France par rapport au budget. C'est que la France, depuis 35 ans, budgétise toujours avec une dette à venir, au-delà de l'argent qu'elle va recevoir. En Espagne, il est impossible. Vous ne pouvez pas prévoir un budget qui va être déficitaire. La Constitution l'interdit. D'ailleurs, on a changé la Constitution pour introduire ce qu'on a appelé la règle d'or. C'est-à-dire, voilà, vous ne pouvez pas proposer un budget déficitaire. Et la France continue à le faire. Comment vous avez fait entre l'avant-modification de la Constitution et l'après? Il devait y avoir un gap à franchir qui a dû être... Mais il y a eu un apprentissage aussi de la démocratie. Rappelez-vous, la Constitution espagnole ne date que de 78. Hein. Donc, et puis, il y a eu les différentes périodes d'austérité.
qui sont partis, parce qu'on parle de 2010-2011, mais on oublie la crise financière de 2008, qui a fortement touché les pays du Sud aussi. Donc effectivement, l'Espagne a recours à ça. D'ailleurs, je pense qu'en Allemagne, c'est grosso modo pareil par rapport au budget. Donc ce qui est important, c'est que c'est vrai, et structurellement, la France, tous les ans, propose un budget qui, de toute façon, va être déficitaire. Et là, c'est peut-être l'erreur de départ. Eh bien, en tout cas, pour conclure cette émission, j'ai envie de parler des Britanniques qui, pour une fois, se réjouissent du Brexit. Avec la situation de la France, les finances publiques françaises sont dans un état bien pire que ce qu'on imaginait, écrit le Télégraphe. Plus de 40 000 € par Français sur une année, et les Britanniques qui sont donc très contents de ne pas avoir à participer à l'effort de guerre si ça devait advenir. Merci à tous d'avoir été dans Correspondant avec moi ce dimanche. Ça passe toujours beaucoup trop vite. Restez avec nous. Dans un instant, on vivra ensemble en direct, édition spéciale, la cérémonie d'hommage au professeur Dominique Bernard, tué à 11h précises il y a un an, jour pour jour à Arras par un terroriste islamiste. D'abord la météo et on se retrouve juste après.